Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Ça faisait longtemps. J'ai lu énormément, mais énormément de choses ces derniers temps. Et là, genre sur ma table de nuit, j'ai déjà commencé à lire plein de livres. Donc j'essaie de faire qu'une seule vidéo lecture par mois. Mais du coup, vu que je lis beaucoup en ce moment, vous allez avoir beaucoup de livres dans cette vidéo. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite boisson fraîche vu la chaleur actuelle et de bien vous installer. Et c'est parti! On va commencer avec tout ce qui est un petit peu roman. Tout d'abord, j'ai lu Campus Fake Boyfriend sur Kindle. J'ai détesté ce livre. Je crois que je l'ai payé 3 € et vu qu'il était pas long, je me suis dit vas-y, je vais le terminer. Je vais le terminer, voilà, parce que c'était pour lire autre chose sur Kindle que Alchemist que je n'arrive pas à finir. Mais je pense que j'ai un peu juste du mal avec le format Kindle parce qu'en fait, je le lis que le soir quand je suis couchée dans mon lit pour éviter de déranger mon mec avec la lumière ou dans les transports. Mais au final, maintenant, j'aime trop avoir de la musique dans les oreilles quand je suis dans les transports. Donc en fait, lire en même temps que j'écoute de la musique, ça me dérange. J'ai vraiment besoin de silence. Donc voilà, alors, pourquoi c'était pas ouf quand même? Je pense parce que c'est le premier roman de la fille. Voilà, j'ai regardé un petit peu sur Kindle, elle a rien publié d'autre. Donc c'est Nelia Rose. Je pense que c'est une meuf qui a voulu publier son livre en dehors de Wattpad. Je sais pas. Bref, ça faisait très Wattpad-like comme récit. C'était vraiment pas ouf en termes de plumes non plus. Campus Fake Boyfriend, ça parle de quoi? C'est d'une intello qui aimerait gravir l'échelon de la popularité dans son université pour obtenir des meilleures propositions de stage, etc. Genre c'est vraiment dans un but professionnel qu'elle veut devenir populaire, pas juste pour être populaire. Et du coup, son plan, c'est de dater le quarterback populaire de l'université qui a mauvaise réputation ces derniers temps pour justement elle augmenter sa cote de popularité, rentrer dans la sororité qu'elle veut et lui comme ça il se refait une bonne image auprès de son coach et de l'université vu qu'il a une girlfriend et qu'il arrête de péter le cul de tout le monde. Je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Vraiment j'ai l'impression que c'est une ado qui doit avoir 13-14 ans qui écrit ça en s'imaginant ce que c'est la vie à l'université. Alors, loin de moi d'imaginer ce que c'est la vie à l'université américaine, mais j'ai 23 ans, j'ai fini mes études sup. Je peux vous dire que c'est pas ça, la vie universitaire. Enfin, en tout cas, les persos sont très coincés du cul. Et en même temps, je connais beaucoup de gens qui sont coincés. En tout cas, je trouve que le roman tourne beaucoup trop autour de la chose, voilà. Et j'aime pas lire. J'aime pas lire ce genre de choses dans mes romans. Après, c'est juste personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les histoires de cul. Not me, not me. Donc voilà, j'ai clairement pas aimé. Ça s'est lu assez vite. Après, vu que, comme je vous ai dit, c'était vraiment pas une grande plume. Est-ce que je vous la recommande cette lecture? Absolument pas. Je pense qu'il existe bien mieux. Voilà, après, faut pas s'étonner de payer 3 € pour un roman et que ce soit de la merde en fait. Autre roman que j'ai lu, et alors ça, c'est vraiment ambiance été, vu que ça parle d'une croisière. C'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi et je crois que ce roman est connu, si je dis pas de bêtises. Ça se lit super vite aussi parce qu'en termes de plumes, c'est pas élaboré, mais genre c'est assez ok, genre c'est mythe, c'est vraiment en mode une meuf qui te raconte son voyage, etc. Alors, pourquoi j'ai adoré? Parce qu'en fait, ça parle d'une femme qui vient de demander le divorce à son mari, Sly Girl, parce que c'est un gros fils de pute qui la trompe, qui en a rien à foutre de ce qu'elle voulait dans la vie. Elle finit femme au foyer parce qu'il voulait pas qu'elle continue ses études, bref, nanana. Un gros bouseux ce mec et donc elle le quitte, elle part en croisière pendant genre 3 mois. C'est une croisière qui se fait solo, donc tout le monde est solo à bord du bateau. Et du coup elle se fait des copines, on suit leurs petites péripéties, leurs histoires, etc. Et à un moment elle commence à avoir un crush en Loïc, un breton si je dis pas de bêtises. Et ça va pas être ce moment-là que j'ai moins aimé le livre, je pense que ça arrive... Enfin le moment où vraiment on commence à s'intéresser à ce mec. Je lisais pas pour ça à la base du livre, mais ok, il y a de la romance. Et j'ai pas du tout été fan. Enfin, je trouvais ça assez boring, même s'il y a eu des petits retournements de situation et tout. J'ai vraiment préféré la première partie où c'était les péripéties avec ses copines. Voilà. Et en gros, ils font un tour du monde à bord de cette croisière. Trop bien pour l'été. Ça se lit super vite. Genre, il y a 300 pages. Voilà, donc si vous avez envie de vous remettre un peu à la lecture et que vous voulez un petit roman, je pense que c'est grave pour vous. Ensuite, j'ai continué les Hunger Games. Le mois prochain d'ailleurs, je crois pas que j'en lirai. Mais pour l'instant, c'est le tome 2, c'est l'embrasement. Donc vous savez que c'est avec les jeux où en gros elle retourne dans l'arrêt de Katniss parce que c'est les 75 ans des Hunger Games. Donc tous les 25 ans ils font une édition spéciale. Et donc là c'est que c'est seulement les anciens tribus qui retournent dans l'arène. Par contre je suis grave étonnée, genre la partie où elle est dans l'arène dure un tiers du livre.
Genre c'est la troisième partie, c'est à la fin. Et tout le reste du bouquin, c'est avant les jeux, etc. Donc je trouve ça assez ouf. C'était super intéressant, on en apprend beaucoup plus sur le lore de l'univers et tout. Je trouve que les livres Hunger Games, il y a la même vibe que dans les films. Juste, vous en savez plus sur l'univers, sur l'histoire, sur les personnages. C'est 100 fois plus développé. Donc si vous aimez les films, mais vous allez adorer les livres. Et moi, j'avais peur de me lancer dedans pour ça. Mais en fait, non, je suis vraiment pas déçue. En termes de plumes, c'est pas la plus accessible, mais c'est pas la plus dure non plus. Je trouve que c'est un bon entre-deux si vous voulez quand même lire des phrases un peu compliquées. Mais pas trop non plus. Genre, ça se lit quand même parce que l'histoire est géniale. Mais c'est vrai que les phrases sont un peu longues parfois. C'est un truc que je me suis fait comme réflexion en lisant le bouquin. Autre petite lecture, et là c'est plus un classique parce qu'en fait je lis plein de trucs. Et je me dis, il faut que je lise plus de classiques parce que j'en ai dans ma bibliothèque, c'est juste que je me tente pas forcément de moi-même vers certaines de ces lectures. Donc voilà, j'ai lu Contes et Nouvelles de Guy de Maupassant. Donc c'est apparemment le tome 1, donc je suppose qu'il y a d'autres tomes. Et vous voyez, c'est une très vieille édition que j'avais récupérée chez ma grand-mère lors de son déménagement. Je crois que j'ai une version plus récente. Je crois que je l'ai laissée chez mes parents. Donc bref, pour l'instant j'avais celle-là, donc j'ai voulu lire celle-là. Parce qu'il y avait ce côté un petit peu, vous voyez, vintage, où que le livre est défoncé et tout. Et en fait, c'était grave sympathique, fun à lire. Contrairement à ce que je m'attendais. En fait, Guy de Maupassant, il aime trop raconter. Genre, il s'égare beaucoup trop dans les descriptions. Mais je pense que c'est le courant de l'époque naturaliste, il me semble. Je mettrai un oui ou non à l'écran quand j'irai fact-checker sur Google, parce que je me rappelle pas de mes cours de français. Mais en fait, ce qui est marrant avec ces histoires, c'est que on a l'impression qu'il vous raconte quelque chose d'anodin, boring as fuck. Et en fait, à la fin de l'histoire, vous avez toujours une petite chute un peu drôle, un peu comique, qui fait tout son charme. Voilà. Donc la première histoire, j'étais un peu en mode où est-ce qu'on va? Et après, à la fin, c'était drôle. Et après, j'ai compris que toutes les histoires, c'était comme ça. Enfin, c'est des nouvelles, donc ça se lit assez vite. Et donc, c'était fun. Franchement, c'était fun. Ça m'a fait du bien de lire ça. Ça se lit très très vite parce que, bah, pareil, c'est pas une grosse lecture. Il y a beaucoup de pages, là, c'est juste de l'analyse de texte et des trucs comme ça. Donc ça, j'ai pas lu, j'avais la flemme, j'avoue. Mais voilà, très très cool pour changer. Un petit classique pour ceux qui, pareil, veulent reprendre la lecture. C'est des histoires courtes, donc ça vous prend pas trop de temps à lire. Et comme ça, vous pouvez aller un peu plus à votre rythme. En termes de plumes, Guy de Maupassant, c'est pas non plus hyper complexe, ok? Ça se lit, voilà. Après, c'est pareil, c'est des phrases un peu longues parfois, mais c'est pas plus choquant que ça. En tout cas, par rapport à Hunger Games, ça m'a pas plus choqué que ça en termes de langage qui était employé. On passe au BD franco-belge, et alors là, deux super recommandations que j'ai pour vous. Tout d'abord, une BD de Jim Bishop, Lettres perdues, qui est assez connue, qui a été financée par le Centre national du livre, donc voilà, big shout out. Et c'était très très cool, c'est le même auteur que Mon ami Pierrot et L'Enfantôme. Voilà, alors Mon ami Pierrot, indétrônable dans mon cœur. Et donc c'est un artiste que j'adore, il fait vraiment de très très belles pages, très belles illustrations. En termes de couleurs, attendez, il faut vraiment que je vous montre des belles pages. Les couleurs sont vraiment sublimes. Le style de dessin, ça fait un petit peu inspiré des Ghibli. Et même dans le scénario, genre là, j'ai l'impression que c'est inspiré de Ponyo et de Porco Rosso que j'ai vu d'ailleurs récemment. Donc je peux totalement dire que c'est ça, vu que je les ai vus récemment. Il y a des grosses inspirations. Est-ce que c'est du Ghibli cependant? Non. Et en fait, on sent juste les inspirations dans les idées. Mais en soi, le scénario, ça n'a rien à voir. Et donc voilà, je pense que si vous aimez bien Ghibli, genre c'est un peu plus deep. Genre vous avez trop aimé. En gros, c'est l'histoire de Yod qui attend désespérément la lettre de sa mère. Donc il décide d'aller voir à la poste où ça en est, parce que ça fait plusieurs années qu'il attend. Et en chemin, il va prendre en covoiturage Frangine. Et donc il rencontre Frangine qui elle doit transporter une livraison mystérieuse. Et donc il décide d'aller tous les deux à la poste, nanana. Et sauf qu'en fait il se retrouve embarqué dans une histoire de mafia avec un policier poisson. Bref, c'est exceptionnel, c'est vraiment un univers où les poissons parlent, sont vivants. Genre, les poissons clowns, bah, ils font que des blagues. Genre, trop mimes. La fin est super triste et deep. Par contre, genre, j'étais choquée, genre, je m'y attendais pas. Donc je pense que c'est par rapport à l'histoire personnelle de l'auteur, bien évidemment. Mais voilà, si vous n'avez pas encore découvert Jim Bishop en 2026, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez! Autre BD que j'ai lu et qui est sorti récemment, c'est Seigneur de Lou Luby. Pareil, une autrice que je connaissais déjà parce que j'avais lu et à la fin il meurt, je crois. C'était une BD sur les origines des contes de fées, etc. Et là, Seigneur, c'est une histoire originale du coup, où on est en Transylvanie, donc le pays des vampires. Et genre en fait,
C'est comme si le monde avait été colonisé un peu par les vampires. C'est eux, entre guillemets, la caste qui gouverne. Et les humains, c'est un peu des miskines. Genre, c'est une métaphore clairement pour le patriarcat et la place des femmes dans la société. Et en gros, il y a des exemples où au bureau, il y en a une, elle se fait voler son idée de travail par un vampire. Et c'est le vampire qui récolte tous les lauriers parce que c'était une super idée, etc. Bref, sauf que ça parle aussi énormément des violences sexistes et sexuelles, etc. Envers les gens. Parce que du coup, there's a guy, genre en fait c'est une colocation. Et ils vivent tous un peu leurs problèmes. Genre elle par exemple, elle sort avec une vampire, elle est gay. Et justement, elle en fait, elle a pas de problème avec les vampires à la base. Ok, c'est un peu la meuf, tu lui dis ouais mais les hommes, enfin, non mais c'est pas tous en fait. Ensuite, vous avez lui qui va subir une agression de vampire, genre qui va être mordu, et du coup qui va subir tout ce qui est trauma derrière et tout, et qui va vraiment se laisser aller, etc. à cause de ça. Enfin bref, c'est hyper deep, il y a énormément de métaphores par rapport à nos politiques actuelles. Genre, il y a des extraits de discours utilisés. En gros, à la fin de la BD, vous avez en fait toutes les références qui ont été utilisées. Il y a des phrases qui sont reprises mot pour mot de véritables discours qui ont eu lieu par Macron, etc. Quand il y a eu l'histoire avec notre très cher acteur Depardieu. Oui, c'est ça. Et ensuite, au milieu, vous avez une enfant de vampire et d'humain. Genre, c'est une métisse. Et elle, en fait, elle apprend aussi qu'au sein de sa famille, il s'est passé des choses. Donc voilà. C'est hyper politisé. Clairement, on va pas se mentir. Ça parle de vampires, mais ça parle pas réellement de vampires. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui adore les vampires ou qui adore tout ce qui est politisé, faites-lui lire ça. Si vous voulez qu'il s'éduque un petit peu plus sur le féminisme, etc., faites-lui lire ça. Je pense que ça peut être un excellent cadeau déguisé, si vous voyez ce que je veux dire, pour des proches autour de vous qui seraient peut-être pas assez politisés sur certains sujets. On va passer aux comics. Et là, c'est pareil, j'en ai lu une tonne. Donc, il faut que je vous en parle absolument. Tout d'abord, j'ai lu les comics Polar, Eye for an Eye et Venue du Froid. Voilà, donc c'est ceux qui ont inspiré le film Black Kaiser sur Netflix. Alors, l'histoire est vachement différente quand même du comics du film. Mais en gros, ça nous parle d'une sorte de John Wick un petit peu qui veut prendre sa retraite. Et... Attends, c'est dans le livre ou c'est dans le film, ça, je sais plus. Bref, dans le comics, en tout cas, il tente de l'assassiner, les gens qui l'employaient à la base. Je vous avoue que le comics c'était plus sympa visuellement qu'en termes de scénario. J'ai vraiment préféré le scénario du film. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant, tout simplement. Mais visuellement, par contre, ça m'a mis une claque. C'est très très bon en termes de dessin, donc je pense acheter le comics incessamment sous peu. Parce que voilà, c'est sympa de l'avoir dans sa collection, je pense. Autre comics que j'ai lu, c'est Wonder Woman Legendary. Donc c'est la ligne Urban Link. C'est des formats plutôt souples quand même, etc. Et c'est clairement pour un public plutôt jeunes ados, jeunes adultes qui est visé. Je suis pas méga fan de ce récit, honnêtement. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de foutre tout le lore de Wonder Woman dans ce comics, donc c'est assez gros quand même. Je sais pas s'il y a un nombre de pages, mais j'étais pas hyper fan. C'est pas numéroté. Si, ok, on est sur du 290 pages, donc presque 300, voilà. C'est assez conséquent. Si vous êtes jeune ou que vous voulez un petit peu découvrir l'univers Wonder Woman, je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai pas été hyper fan parce que c'est vrai que déjà Wonder Woman en comics, c'est pas mon perso préféré. Et bah en fait, je sais pas, j'étais pas hyper fan, c'est tout. Genre juste j'ai pas accroché. Parce qu'on suit Diana depuis qu'elle est toute petite sur l'île de Themyscira jusqu'à ce qu'elle parte et que plus tard elle devienne Wonder Woman. Genre c'est vraiment, on retrace toute la vie de Diana, donc Wonder Woman. Voilà. Après juste personnellement j'ai pas plus accroché que ça, c'était pas non plus catastrophique, mais ouais c'est pas ce que j'aime comme type de comics, c'est tout. Il y avait surtout de la baston en fait à la fin. Et ça parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale et j'aime pas trop ce qui parle de guerre. Enfin, d'un point de vue historique, c'est très intéressant, mais dans mes œuvres de fiction, je suis pas fan. Ensuite, récemment, j'ai fini de relire les Batman Metal. Là, je parle vraiment que des Batman Metal, pas du reste. Donc, c'est 3 tomes. Le tome 1, c'est La Forge. Le tome 2, c'est Les Chevaliers Noirs. Et le tome 3, c'est Matière Hurlante. Les covers sont vraiment très belles. Dans mes souvenirs, j'avais pas tant kiffé que ça. Et au final, c'était vraiment très cool à la relecture. J'avais quelques souvenirs, mais c'est vrai que là, du coup, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus clair. Parce que bah, je connais un peu mieux l'univers déjà de DC Comics maintenant. Parce qu'en fait, j'ai des potes donc, qui m'expliquent d'autres trucs de l'univers. Et donc voilà, tout a un peu plus de sens. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le comics que je recommande
aux débutants de comics, mais c'est trop cool parce que vous avez plein de persos en fait dans cette série Batman de 3 tomes. Vous avez déjà tout ce qui est Justice League, donc je trouve que c'est un bon récit de Justice League pour le coup. Genre moi j'ai vraiment kiffé cet aspect-là. On voit très peu Batman au final d'ailleurs. Il y a un petit peu des Teen Titans qui participent. On a un peu de la Suicide Squad aussi. Vous avez même les Metal Men et Red Storm. Alors c'est vraiment anecdotique mais voilà. J'ai quand même trouvé l'ensemble ça très très cool. C'est vraiment un délire de multivers. Il faut sauver le multivers parce que le multivers noir est en train de nous envahir et veut nous entraîner dans les ténèbres. Dans les grosses lignes. Et qu'en gros, Batman, ça a été un peu un pion dans cette histoire et s'est un peu fait rouler dans la farine. Le grand méchant, c'est Barbatos. C'est une espèce d'entité cosmique sombre du multivers noir. Et celui qu'on voit beaucoup, par contre, c'est son bras droit, c'est le Batman Kiri. C'est-à-dire que c'est un Batman alternatif qui a été contaminé par la toxine du Joker. Et du coup, c'est une fusion entre Batman et le Joker. Donc, the best of both worlds. Pas du tout. Et il va aller chercher dans plein de multivers noirs des versions dark alternatives de Batman. Donc, une version qui aurait fusionné un peu avec Flash, une version avec Wonder Woman. Enfin, en tout cas, c'est des alternatives un peu version Aquaman, etc. Donc, chaque membre de la Justice League à son espèce de membre Batman sombre, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était très cool en vrai. Les dessins sont super intéressants. Il y a plein d'idées bizarres, un peu farfelues, des dragons de Joker. Je pense que c'est fun à lire. Après, si vous n'avez jamais lu de comics, n'allez pas lire ça tout de suite. C'est un peu trop compliqué pour vous, je pense. Et du coup, toute la saga du multivers noir, en fait, c'est expliqué dans les tomes les concernant. Vous avez un ordre de lecture recommandé avec 4 phases. C'est comme ça que j'ai su un petit peu ce que je devais acheter. Donc là, c'est les Batman Metal dans la phase 1. Phase 2, c'est ça. Phase 3, c'est ça. Et là, vous avez phase 4. Je vais tous les lire. Je vous ferai tous une review sur ma chaîne. Mais il y en a que je peux pas acheter à l'heure actuelle parce qu'ils sont uniquement d'occasion. Genre, ils sont plus imprimés et ils coûtent un peu cher. Genre, donc voir. Genre, c'est 60 balles sur Vinted. Va falloir aller se faire foutre. Voilà, mais du coup, là, dans la continuité de la phase 2, on a No Justice, juste ici. Donc c'est un comics de team-up, vous avez tout ce qui est Justice League, Suicide Squad, enfin bref, tous les super-héros et personnages de DC Comics qui se rassemblent pour affronter des titans, des entités de l'univers qui sont venus attaquer la Terre et la dévorer pour son énergie, voilà. C'est un petit peu développé d'où ils viennent, c'est clairement dans la continuité de Batman Metal, parce qu'ils ont cassé le mur source. Donc ces entités débarquent. Voilà, très très bien. Franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir lu tout le reste pour lire ça. C'est juste super sympa si vous voulez découvrir en fait des personnages et voir un comics de team-up. Je trouve qu'il se débrouille très bien tout seul, No Justice, parce que je l'avais lu à l'époque et j'étais en mode j'avais des très bons souvenirs. Et même en l'ayant relu récemment avant les Batman Metal, j'étais en mode Slay, c'est cool. J'ai pas besoin de tout comprendre d'où ça vient pour apprécier cette lecture. Et après No Justice, on a New Justice. Donc j'ai que le tome 1 parce que je l'avais acheté à l'époque et j'ai juste jamais acheté les 3 autres tomes. Donc le tome 2 c'est Terre Noyée, après on a Retour au mur source et après on a la 6ème dimension. J'ai commencé à lire des scans de Terre Noyée du coup parce que comme je vous ai dit, j'ai pas l'argent en ce moment pour payer des tomes, je sais pas combien sur Vinted. Donc je suis moins fan. C'est un tome plus sur Aquaman et tout ce qui est mer, enfin Terre Noyée, vous l'aurez deviné. Mais voilà, et le premier tome du coup c'est la totalité. C'est vraiment pas un récit que j'ai apprécié, voilà. À voir pour la suite, comme je vous ai dit j'ai commencé à lire le tome 2, Terre Noyée. À voir, de toute façon je compte tout lire pour avoir la continuité du multivers noir. J'ai les 2 tomes des Batman Kiri, donc pareil je vous en ferai une review je pense le mois prochain. Et écoutez, là pour l'instant j'ai préféré Batman Metal et No Justice. Ça, j'ai l'impression que vraiment c'était une purge à lire et je sais pas pourquoi, mais d'habitude j'adore la Justice League. Enfin bref, pas pour les débutants non plus, clairement. Maintenant on va passer au manga. Alors là c'est pareil. En fait j'essaie de vider un petit peu ma bibliothèque, donc c'est pour ça que je relis parfois des choses que j'ai lues il y a 5 ans peut-être, ou des trucs qui sont à mon copain, pour comme ça quand on a envie de se débarrasser de trucs, parce que on n'a pas de bibliothèque infinie, même si on en a 2 et que ça prend genre grave de la place. Au bout d'un moment, j'aurai plus de place. Et en fait, même juste, vous voyez, c'est bien de liquider. De se débarrasser de ce qu'on n'aime plus pour accueillir d'autres choses nouvelles. Et même faire profiter à des gens qui en ont envie, peut-être des livres qui leur font envie depuis longtemps, que moi, j'apprécie pas plus que ça. Bref, seconde main, Vinted, t'as capté. Donc, dans cette optique de potentiellement revendre, j'ai lu des mangas qui appartenaient à mon copain. Et alors, quelle fut pas ma surprise de trouver ça
dans sa bibliothèque. Et je suis en mode, ils sont bizarres un peu les couvertures quand même, c'est bizarre, tu vois. Et lui, il m'a dit, ouais, c'était pas ouf, tu peux les vendre si tu veux. Donc, je me suis dit, je vais d'abord les lire parce que de toute façon, il y a que 3 tomes. Et en fait, le début est bizarre, un peu chelou, malaisant, très japonais, j'ai envie de vous dire. Et au final, je suis grave intriguée de lire la suite, donc je pense que j'irai lire les scans en ligne parce que je vais pas m'acheter cette collection-là, clairement. Enfin, je suis pas assez tentée pour y acheter. Mais je vais peut-être lire la suite, un de ces 4, par curiosité. Donc ça s'appelle Le 9 août, tu me dévoreras. Et en gros, c'est un mec, il est stalké par des meufs démons, des espèces de yokai, des entités, bref, chelous. Et en fait, on capte pas trop où ça nous mène. Il y a une stalkeuse qu'il aime plus que les autres et que du coup, elle le protège des autres entités cheloues. Donc le début est très bizarre. Et au final, dans le tome 3, ça nous parle d'une boucle temporelle et qu'en fait, la ville où il est, c'est une boucle temporelle coincée au 9 août. Et donc là, j'étais en mode, waouh, ok, là, ça devient intéressant. Mais ça devient intéressant au tome 3, vous voyez. Et bah, heureusement que j'ai eu du coup les 3 premiers tomes. Sinon, mon avis aurait été catastrophique. Mais je sais pas pourquoi, c'est tellement bien amené comme intrigue dans le 3e tome que j'ai trop envie de savoir c'est quoi cette histoire de boucle temporelle. Peut-être c'est juste moi, j'aime bien les trucs des boucles temporelles, genre Life is Strange, etc. Peut-être juste c'est pour ça. Mais c'était quand même vachement gênant à lire pendant 2 tomes. Voilà. Est-ce que je vous recommande cette lecture? Je ne sais pas. J'ai tendance à vous dire non parce que je pense qu'il y a des récits similaires moins gênants à lire. Mais voilà, genre, what the fuck did I read? Toujours un manga problématique. Alors je sais pas si le problème c'est les mangas ou mon mec. Non, en vrai je pense que c'est les mangas parce que même moi mes shoujo, je me rappelle maintenant, il y avait tellement de trucs problématiques dedans. C'est The Rising of the Shield Hero. Je pense que beaucoup de gens connaissent, du coup, je crois que c'est un shonen. Alors, le début, pareil, hein, faut s'accrocher. Il y a grave des trucs problématiques. Genre, j'ai noté qu'il y a des fausses accusations de viol envers le héros dans le premier tome. Et il est là en mode, il fait la victime. Parce que dans la vraie vie, en fait, il faut encourager à croire les victimes. Donc, je trouve que c'est pas un très bon message à transmettre à des jeunes hommes. Et ensuite, il prend une gamine de 10 ans pour esclave. Alors, en théorie, c'est pour la sauver de sa condition d'esclave, mais en même temps, c'est parce qu'il voulait de base... Enfin, c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir des teammates qui veulent travailler avec lui, donc il se tourne vers des esclaves, et donc vers l'esclave le moins cher, vu qu'il a pas de thune. Et donc, c'est une petite fille animale de 10 ans. Just saying, just saying. Et ça, c'est pour le tome 1. C'est que pour le tome 1. Attention, tome 2. On a la gamine à un corps d'adulte parce qu'elle a level up. Mais on nous dit qu'elle a toujours 10 ans dans sa tête. Le Japon! Ensuite, les héros veulent sortir l'esclave de sa situation. C'est-à-dire qu'il y a d'autres héros que celui du bouclier. Et lui, en fait, on fait passer eux pour les méchants. En mode, non, non, non. Mais en fait, eux, ils savent pas que la meuf, elle est heureuse d'être avec le gars. Genre en mode, il l'a sauvée de sa condition. Pour eux, c'est juste un mec qui a pris une esclave de 10 piges avec lui. Hello, forcément qu'ils ont envie d'enlever le sort d'esclavage qu'elle a sur elle. Genre... Et pourquoi elle reste pas juste avec lui sans son sort d'esclavage? Enfin, bref. Trop bizarre. Trop bizarre. Pareil, le tome 2 m'a mis trop gênant. Et ensuite, tome 3, il prend une nouvelle meuf avec lui. Et une petite fille, pareil, parce qu'ils aiment trop les lolis. Et en fait, c'est un animal qui se transforme en petite fille. Bref, lui, il est pas du tout attiré par ces gamines. Dieu merci, Dieu merci. Il les voit comme des enfants qu'il élève. Genre en mode, lui, c'est leur papa, tu vois. Un peu moins bizarre, mais ça se voit que les petites filles, en fait, elles sont un peu amoureuses de lui. Et moi, je trouve ça trop problématique. Genre, ça fait très harem, sachant qu'elles ont des corps de loli à la base. Donc, je pense que dans les tomes suivants, ils ont fait level up pour qu'elle ait un corps d'adulte pour que ce soit moins chelou. Mais still, elle a dit, moi, tu sais, j'ai toujours 10 ans dans ma tête. Mais dis pas ça, me dis pas ça, je suis encore plus gênée maintenant de lire ça. Bref. Donc, c'est un isekai, c'est un mec, il est téléporté dans un monde de héros fantasy... où il doit affronter, entre guillemets, des fléaux qui débarquent dans le pays et sauver le pays. Et pas tout seul, genre ils sont 4 héros, mais le héros du bouclier, c'est un peu le miskin du groupe. Et du coup, bah, ils veulent pas trop lui donner d'argent, etc. Et la meuf qui de base voulait bosser avec lui, bah en fait, elle l'a trahi. Et pour avantager son autre héros dont elle est amoureuse, enfin bref. What the fuck did I just read again? Et ça, c'est que en 5 tomes. Et mon mec m'a dit, non mais tu vois, après, genre la vraie intrigue se met en place. Je suis en mode, mais ça fait 5 tomes. It's been 5 books I've been reading of this shit. Et je suis en mode, moi j'ai envie de lire d'autres choses. Donc voilà, vraiment, The Rising of the Hero Shield, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais c'est cardio, hein. C'est cardio à quel point c'est problématique. Ensuite, pareil, toujours un truc à mon mec, c'est My Hero Academia Team Up Mission. J'ai regardé, je crois, la saison 1 et 2 de l'animé.
J'étais moyennement fan, je vous avoue. En termes de super-héros, je préfère tout ce qui est comics que lire My Hero Academia. Mais bref, chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est pas mal quand vous êtes au collège, mais vous pouvez pas aimer ça en étant un grand adulte. Ou alors c'est par nostalgie. Moi aussi, j'aime des trucs par nostalgie. Mais objectivement parlant, des fois, c'est pas toujours top. Bref, c'était boring as fuck. Genre, c'est plein de petites missions. Ils essayent des fois de mettre des morales dans leurs trucs. Et je suis en mode... genre, c'est pour des enfants, quoi. En tant qu'adulte... Bref, donnez ça à votre petit cousin, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais, je vais peut-être me prendre la communauté de My Hero Academia sur la gueule, mais bref, je m'en fous. Ensuite, lecture suivante, c'est Chocolat et Vanilla. Exceptionnel. J'ai lu que le tome 1, mais j'ai vraiment trop aimé. J'ai trop envie d'acheter la suite. Même si, pareil, un peu problématique dans les relations amoureuses, parce que on voit bien que le love interest, ça va être un mec beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup plus grand. J'aime pas trop cette idée-là, bref. Mais ça c'est pareil, c'était très récurrent chez les shoujo de le love interest qui est beaucoup plus âgé que le perso principal. Anyway, le Japon. Et du coup, pareil, très bon début, mise en place de l'intrigue, etc. C'est pas hyper subtil, mais ça se lit bien. Et on comprend où on veut aller avec l'histoire. Et c'est très cool. Je pense que surtout quand vous êtes plus jeune, ça passe trop bien. Mais voilà, c'est très girly pop. Ça parle de deux copines, en fait, deux sorcières qui arrivent dans le monde des humains pour objectif devenir la future reine des sorcières. Et du coup, elles sont un peu... elles sont meilleures amies, mais elles sont en même temps en concurrence pour ce rôle. Et pour ça, il faut qu'elles volent les cœurs des humains. Trop cute, trop aimé. On passe à la dernière catégorie et dernière lecture de la vidéo. Et donc c'est la catégorie autre. Genre c'est quand ça rentre pas dans tout ce que je viens de vous présenter comme catégorie, bah je mets ici. Donc c'est un livre de Lucille Pétavin, Le coût de la virilité. Donc c'est un essai où elle calcule de manière hypothétique ce que coûte la virilité à notre société. Bien évidemment que c'est féministe, ce que la France économiserait si les hommes ne se comportaient comme les femmes. Elle parle de tout ce qui est système judiciaire, le nombre de... En fait, la plupart des gens en prison, c'est des hommes. Mais genre, vraiment, quasiment. La plupart des gens qui enfreignent la loi, c'est des hommes. Elle parle de tout ce qui est incendie, etc. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller le lire. Sinon, je pense que vous pouvez trouver des extraits intéressants. Il y a plein de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de le lire. Il y a toute une partie où elle calcule premier degré. Et donc, je suis un peu là en mode, c'est pas que je m'en fous. Moi, je veux juste lire le résultat. Mais du coup, elle vous montre le calcul qu'elle a fait à chaque fois, genre... pour arriver à ce chiffre-là, à partir des données qu'elle a pu trouver, bien évidemment. C'est hyper intéressant. C'est hyper eye-opening. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vachement du féminisme blanc. Donc, à prendre ça en compte. Pourquoi pas le lire, justement, pour que vous fassiez votre propre avis là-dessus. Encore une fois, voilà. Genre, c'était cool à lire. C'était une bonne découverte. J'en avais beaucoup entendu parler. Et franchement, ça se lit très facilement aussi. Genre, c'est pas hyper long, quoi. C'est moins de 200 pages. Et surtout qu'il y a une bonne partie où elle parle des calculs. Donc, vous pouvez... survoler entre guillemets, vous ne perdez pas de trucs plus intéressants que ça. Enfin bref, moi je suis pas très mathématique donc je m'en fous un peu, mais voilà. Bref, très cool à lire. Je vous invite vraiment à le lire. En fait, je parle beaucoup de féminisme, mais vas-y, normal quoi. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez pu lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'adorerais en débattre avec vous. Maintenant, j'ai un compte Instagram aussi où je fais des reviews de mes lectures, mais du coup, si vous regardez toutes mes vidéos, peut-être ça vous intéressera moins, mais j'apporte plus de détails aussi dans mes reviews, genre sur tout ce qui est autour, genre les dates de sortie, etc. C'est vrai que là, je parle plus juste de mon avis personnel avec un court résumé. Si vous avez envie de les lire aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en mode « Oh my god, j'aimerais trop lire ce livre, tu m'as grave donné envie de le lire, maybe, je sais pas. » Et à liker pour me dire si ça vous a plu. Je sais que ces vidéos font pas trop de vues de mes lectures, mais c'est pas grave, je pense que je vais continuer à faire du forcing avec la lecture parce que les gens ne lisent pas assez. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater mes futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!